Vous avez probablement déjà entendu dire que la langue française s'appauvrit. Et ça serait même plutôt normal que ça vous dise quelque chose, vu qu'on nous le rabâche régulièrement dans les médias. Le niveau de français baisse, le vocabulaire part à la dérive, l'influence de l'anglais est hors de contrôle. Aujourd'hui, je voulais parler de ça parce que je pense qu'on ne mène souvent pas le débat assez loin, voire pas du tout dans la bonne direction. Et si je peux tourner cette vidéo aujourd'hui et rémunérer toute mon équipe, c'est grâce à mon sponsor, Idealo. Et ne zappe pas parce que Indes Economy, ça va forcément t'intéresser. On cherche tous et toutes des astuces de rat pour payer moins cher. Moi, mon astuce, c'est Idealo. Idealo compare les prix d'un même produit parmi plein d'offres en ligne. Donc au lieu d'ouvrir 50 onglets pour faire tes comparaisons toi-même, bah là, t'as tout au même endroit. Par exemple, en ce moment, j'ai envie de m'acheter la Switch OLED. Je reviens de 2 semaines intensives de Mario Kart chez mon frère et je suis obsessed, voilà. Alors que j'ai jamais eu de console de ma vie, hein. Mais je refuse de faire un achat impulsif, justement, d'autant que ça a un coût quand même. Donc, regardez comment ça se passe. Je tape le nom du produit et direct, je vois les différents prix proposés. Entre 269 et 329 €, il y a quand même une très belle différence de prix. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux voir l'évolution du prix sur un an. Donc là, je vois qu'elle était dispo à 180 et quelques euros il y a quelques jours. C'était sûrement d'occasion. Je vais mettre une alerte prix au cas où ça baisserait dans pas longtemps. Donc là, tu choisis le montant que tu veux et dès que ça baisse, t'es prévenu. Voilà, je vais mettre 220 €, on va dire. 220 € neuf, je la prends, on est d'accord. Je me rends pas trop compte en fait parce que j'y connais rien en console. Mes parents nous en ont jamais acheté quand on était petites. Donc j'ai besoin de vos conseils. En bref, si vous devez acheter un truc bientôt, prenez le réflexe quand même de jeter un coup d'œil sur Idealo. Ça fait gagner du temps, ça évite de payer trop cher. Et dans la France à Macron, c'est beaucoup. Je vous mets le lien en description. Merci à Idealo de sponsoriser cette vidéo. Alors pour commencer, j'ai une question pour vous. Ce genre d'argument qui consiste à dire que la langue française est en déclin, ça date de quand, selon vous? On peut avoir l'impression que c'est un discours récent, puisque l'argument qui est fait en général implique que c'est le français d'aujourd'hui qui est concerné, tandis que le français d'avant serait apparemment parfait. Et ben en fait, le point de départ de tout ça, c'est le XVIe siècle. Le XVIe siècle, donc c'est la Renaissance, une période où il devient important d'avoir une identité nationale forte et unie. Unifier un peuple entier sous des valeurs communes, c'est prestigieux, c'est un signe de puissance politique, et ça aide à être pris au sérieux par ses voisins. Du coup, tout le monde en Europe fait un peu la même chose, y compris la France, et c'est sous ces valeurs d'unité que naissent les pays, au sens où on l'entend aujourd'hui, même s'ils devront évidemment encore passer par de gros événements formateurs, comme le déclin des monarchies, la révolution industrielle, les guerres mondiales, etc. Mais donc c'est dans ce processus de formation de la nation que l'Académie française est fondée en 1635, et elle va être fondamentale. Son job, en fait, c'est de faire en sorte que l'ensemble du territoire français ait une langue unique et cohérente, afin d'alimenter l'idée que la France est une nation forte et unie. Et sur le principe, ça simplifie aussi l'administration, puisque c'est plus simple d'avoir une langue commune sur tout le territoire, plutôt que de devoir composer avec la multiplicité des langues régionales qui couvrent alors la France, et qui sont vues d'ailleurs comme des obstacles à un gouvernement fort et centralisé. Et ça marche, puisque même si ça prend du temps, au fil des décennies, les langues régionales vont être remplacées par le français parisien, qui devient alors le bon français, le français standard sur l'ensemble du territoire. Mais le travail de l'Académie ne va pas s'arrêter là, parce que maintenant il faut s'assurer que les usagers du français respectent et préservent le français. Parce que si la langue commençait à se transformer, alors ce serait un retour à la fragmentation culturelle et linguistique d'avant les réformes de la Renaissance, donc un échec de la France de préserver son unité, et donc un signe de faiblesse politique. Petit problème, cependant, la langue, qu'on le veuille ou non, elle évolue et elle s'adapte aux besoins de son époque. Et la France, en 1700, c'est environ 20 millions de personnes qui vont continuellement agrémenter le français de leur accent, de leurs mots régionaux, de leurs propres usages syntaxiques et grammaticaux, bref, apporter des innovations. Et 20 millions de personnes qui font avancer la langue, ça pèse plus que 40 immortels qui veulent la stopper. 4 siècles et quelques millions de locuteurs plus tard, les choses n'ont pas beaucoup changé. L'attitude de la France vis-à-vis de la langue, c'est toujours l'unité, la cohérence et la préservation d'un dialecte de prestige qui est considéré comme correct et qui doit se supplanter aux variantes populaires, régionales, qui sont vues comme incorrectes. Alors oui, la position de l'Académie, elle peut prêter à sourire. En gros, elle travaille depuis des siècles à contre-courant de l'évolution de la langue. Elle prend des mesures qui sont totalement déconnectée de la réalité des locuteurs. Elle râle que les jeunes ne parlent plus comme leurs parents, ce qui a toujours été et sera toujours le cas de toute façon. Et ça devient rigolo quand elle propose de remplacer le mot follower par acolyte des illustres, par exemple. Et on sera d'accord pour dire que leurs recommandations sont très franchement ignorées par la plupart d'entre nous. Je sais pas vous, mais je me lève pas tous les matins en espérant qu'il y ait un nouvel article dans la rubrique dire ne pas dire de l'Académie française. Mais ce qu'on réalise moins, au-delà de ce que l'Académie essaye d'imposer ou d'interdire, et qui a un impact souvent limité, c'est l'idéologie qu'elle entraîne avec elle et qui a pour le coup une très forte emprise sur les francophones depuis toujours. Et cette idéologie, si vous avez grandi ou vécu dans un environnement francophone, plus particulièrement en France ou au moins en Europe, vous avez baigné dedans. On vous a probablement déjà corrigé sur votre usage d'un mot, sur votre prononciation ou votre grammaire.
vocabulaire. Vous avez sûrement déjà corrigé quelqu'un vous-même. Vous êtes probablement déjà retenu de dire ou d'écrire un truc par peur de le dire mal, ou de faire une faute, ou d'être jugé sur votre orthographe. Vous avez peut-être honte des mots régionaux ou de l'argot que vous pourriez utiliser dans un registre courant. Peut-être même que vous avez été exclu ou rejeté à cause de vos fautes, par exemple. Ces comportements, ces peurs et ces discriminations, elles sont partout. Que ce soit à l'école, au travail, que ce soit de la part de nos amis, des institutions, de tonton Michel. On est tous confrontés au quotidien à une forme d'autorité qui vient nous dire comment parler un bon français ou qui a pour attendre que notre pratique de la langue soit absolument impeccable. C'est une mentalité qu'on nous enseigne à l'école, qui nous suit dans tout type de relations et qui sert souvent de mesure aux capacités d'une personne. En gros, si tu sais écrire, c'est que t'es intelligent et si tu fais des fautes, bah t'es un nulos. Et ça a pas changé depuis la Renaissance. En 1638 déjà, donc seulement 3 ans après sa création, l'Académie française critiquait le Cid de Corneille. Donc si tu dois retenir un seul argument pour montrer que non, la langue française n'est pas en déclin, tu peux dire que Corneille lui-même était critiqué pour son français à l'époque. Jean Chapelain, par exemple, disait « Quoique mon amour est sur moi de pouvoir, cette façon de parler n'est pas française. Il fallait dire « Quelque pouvoir que mon amour est sur moi. » L'encache les 2/3 aussitôt qu'arrivé. Cette façon de parler n'est pas française. Il fallait dire « Ils furent cachés aussitôt qu'arrivés. » Alors ce commentaire, il a été émis dans le cadre de la querelle du Cid que l'Académie française a été chargée d'arbitrer. Donc le Cid était une pièce très populaire mais controversée, qui a entraîné tout un ensemble de débats sur les critères littéraires auxquels le théâtre se doit de répondre. Et le tout était aussi alimenté par la jalousie de certains auteurs classiques. Appelé au mauvais usage de la langue française par Corneille dans le Cid, c'était une manière de délégitimer son œuvre, d'établir un contrôle dessus. Bref, de le traiter de gros nulos. Même si bon, au final, la conclusion de l'Académie, ça a été un compromis. Bon mec, ton français il est bizarre, mais GG pour le banger quand même. En 1803, c'est Étienne Mollard qui dénonçait l'usage vicieux de malgré, qui peut d'ailleurs vous être familier puisque c'est encore un sujet de débat aujourd'hui. Au sujet de la phrase « J'y irai malgré qu'il y soit », il disait « Cette locution n'est pas française, malgré ne se construit qu'avec le verbe avoir ». Exemple, malgré qu'il en est. Et ça, c'est juste 2 exemples parmi des milliers. Il y a une totale continuité de ce genre d'attitude vis-à-vis de la langue française au fil des siècles, perpétuée par une multitude de prescripteurs comme Chapelain et Mollard. Et je trouve ça assez éclairant de se tourner vers ces prescriptions du passé, parce que ça révèle que le français correct est entièrement un produit de son époque. Quand vous voyez écrit « Ils furent cachés EZ » par exemple, vous pouvez vous dire qu'on s'est mal relu en écrivant la vidéo et que ça devrait être caché ES, sauf que pour Mollard, qui était professeur de grammaire quand même, c'était la forme correcte. Et il y a des chances pour que l'orthographe actuelle lui aurait fait dire « diantre, la langue française par avolo ». Mais tiens d'ailleurs, avolo, vous l'écrivez comment ? Comme ça. Alors normalement, l'expression s'écrit avolo, L''EAU, et encore ce n'est pas la forme d'origine puisque Rabelais l'utilisait en 1552 sous la forme « notre trinquet est avolo », avo en un seul mot, donc ici il faut voir avo comme une variante de aval, du latin aduales, soit vers la vallée, ce qui ensuite signifiait vers le bas au fil de l'eau. Donc dans la phrase de Rabelais, c'est au sens propre puisqu'il nous dit que son trinquet est en train de partir à la dérive. Alors quelle est la forme correcte? Qu'est-ce qui fait que avolo, écrit comme ça, est devenu la bonne orthographe plutôt que avolo, mais que avolo ne peut pas le devenir? Qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, qu'il s'agisse des usages de Corneille ou de ceux de toi et moi aujourd'hui, on en revient toujours au concept de légitimité et de contrôle. Globalement, ce qui est vieux est légitime, parce que ça reflète le prestigieux passé et la glorieuse ascension de notre nation. Et ce qui est nouveau ne l'est pas, car ça symbolise les vilains pas beaux qui veulent détruire la langue française. Ce sentiment, en tant que francophone, on y a tous et toutes été confrontés, et même on a été conditionnés à le faire perdurer, souvent malgré nous, parce qu'on a tous et toutes été culpabilisés ou jugés pour notre compétence en français à un moment ou à un autre. Et du coup, ça nous paraît normal, voire approprié de juger les autres en retour. On a cette croyance que bien écrire et bien parler, c'est fondamental à notre rôle dans la société, et donc que corriger les gens, c'est leur rendre service. Et dans le fond, même si ça peut prêter à sourire que l'Académie nous demande de dire acolyte des illustres au lieu de follower, en faisant ça, on fait la même chose à notre échelle en fait. Et le problème avec cette obsession de l'érosion, de la détérioration de la langue, qu'il faut absolument contrer en préservant un français pur et cohérent, c'est que ça nous fait voir la langue sous un prisme passéiste et fondamentalement négatif. Tout ce qui se perd serait un drame parce que ça veut dire que les jeunes oublient leur illustre héritage littéraire. Et tout ce qui se gagne est un drame aussi parce que c'est du français altéré, influencé par l'anglais ou par les langues de l'immigration. Donc c'est le reflet de l'ignorance des jeunes, de la culture dégénérée d'internet, etc., etc. Du coup, en considérant toutes les innovations du langage comme illégitimes, on les invisibilise. On ne voit que ce qui sort de l'usage et pas ce qui y rentre, et on se convainc que le français s'appauvrit. On voit tout en noir, quoi. Pourtant, depuis toujours, et comme n'importe quelle autre langue, le français gagne autant qu'il perd.
Et c'est naturel pour une langue de se renouveler, et c'est ce qui entraîne son évolution. L'Académie en a d'ailleurs conscience, et on peut lire la préface de la première édition de son dictionnaire qui date de 1694 pour s'en rendre compte. Je cite « Il est vrai qu'il y a aussi quelques mots dans lesquels l'Académie n'a pas conservé certaines lettres caractéristiques qui en marquent l'origine, comme dans les mots devoir et février qu'on écrivait autrefois D-E-B-V-O-I-R et F-E-B-V-R-I-E-R pour marquer le rapport entre le latin debere et februarius. Mais l'usage l'a décidé au contraire, car il faut reconnaître l'usage pour le maître de l'orthographe aussi bien que du choix des mots. C'est l'usage qui nous mène insensiblement d'une manière d'écrire à l'autre et qui seul a le pouvoir de le faire. D'ailleurs, petite parenthèse, mais cette préface, elle est très intéressante parce qu'elle nous parle de certains aspects de la prononciation du français qu'on a perdu depuis. Le C se prononce quelquefois comme un G, ainsi on prononce segré et non pas secret, second et non pas second, toujours vrai celle-là, Glaude et non pas Claude. Quoique dans l'écriture, on doit absolument retenir le C. Bref, le français se perd depuis qu'il existe, et ça, ce n'est pas un secret. Mais plutôt que de considérer les innovations du français comme des perversions, comme on en a l'habitude, essayons plutôt de leur réserver un accueil chaleureux, ou du moins curieux. On va voir quelques exemples. Le passage obligé du renouvellement de la langue, et là je pense que tout le monde est au courant, c'est le vocabulaire. Il a beaucoup changé ces dernières décennies grâce aux emprunts à l'anglais, à l'arabe, au romani, ou encore grâce au verlan. Zbeul, poucave, wesh, walla, bled, dawa, je te calcule pas, c'est grave bien, la hesse, l'archouma, flipper, wham, chéap, c'est comme as, Asie, Askip, et ça c'est seulement l'argot, mais il y a aussi tous les emprunts d'usage courant qui concernent souvent la tech et où l'anglais prédomine bien sûr. Je pense à des mots comme hoster, uploader, debunker, slay, highlight, newsletter, delay, relate, c'est dark, c'est fake, etc. Inévitablement, les emprunts sont associés à l'influence étrangère et donc considérés comme illégitimes en tant que mot français. Et souvent, ils sont carrément un marqueur d'un soi-disant manque de maîtrise du français, ce qui est utilisé pour délégitimer le langage des immigrants ou des jeunes. Pourtant, utiliser des mots d'autres langues est une des manières les plus efficaces de générer du vocabulaire. Au niveau de la syntaxe, on peut citer comme innovation le « je sais pas c'est quoi » au lieu de « je sais pas ce que c'est ». Et on peut relever aussi l'élision du « que » dans les complétives, c'est-à-dire qu'on entend de plus en plus. On dirait « il est triste, je crois je vais pas venir ». Dans la prononciation, on a ce qu'on appelle l'affrication des T et des D qui deviennent ch et dj, comme dans lundi ou parchi. On peut aussi citer le dévoisement final, qui est le nom en linguistique pour ce petit chuintement qu'on ajoute en fin de phrase. Je suis parti, c'est fermé, j'ai pas pu, j'ai un rendez-vous. Vous entendez ce petit souffle-là? Alors, on n'y pense pas, probablement parce qu'on est trop occupé à détester ce tic de langage qui est intolérable quand on ne l'emploie pas soi-même. Mais ce son, c'est une consonne en fait, et son développement, il est suivi de près par les linguistes d'ailleurs. Et si ça agace, si ça choque même certaines personnes, il faut se souvenir que c'est un phénomène normal dans l'évolution d'une langue. Rappelons qu'au 8e siècle, on se met progressivement à ne plus prononcer la voyelle finale des mots, sauf le A. Voilà. Et au XIIIe siècle, dans les mots qui finissent par une consonne, on se met peu à peu à ne plus prononcer cette consonne finale. Donc ça a toujours existé en fait. Et ce qui choque, en fait, c'est la nouveauté. Le phénomène en lui-même, c'est un classique. Et personne aujourd'hui va te dire « Non, non, on dit langue françoise et pas langue française », parce que la prononciation française n'est plus considérée comme nouvelle, donc ne choque plus personne. Donc en fait, c'est vraiment juste une question de recul temporel. La préposition géographique « sur » dans « j'habite sur Saint-Étienne » par exemple, c'est peut-être le meilleur exemple d'une innovation qui est considérée comme illégitime, alors même qu'elle vient enrichir le français. La position de l'Académie française est qu'il s'agit d'un emploi fautif équivalent à A avec accent, et pourtant le sens est différent. Sur Saint-Étienne, c'est dans les environs, dans la région, mais pas forcément dans la ville. Donc ici, on est vraiment sur un usage nouveau qui ajoute un niveau de nuance à ce qu'on dit. Bref, le français en France, on nous dit de ne pas y toucher, mais c'est bien dommage. La richesse d'une langue, ce n'est pas seulement son héritage, mais aussi sa capacité d'innovation et d'adaptation. Et le français, bien qu'il n'est pas en reste, il se renouvelle très bien si on prend la peine d'écouter les gens parler. Alors oui, c'est plus le français du XVIIe siècle, normal, et c'est même plus le français d'il y a 50 ans, ou même celui d'il y a 10 ans. Ça change très vite. On peut être évidemment nostalgique ou amateur du style des auteurs classiques, on peut être nostalgique de la diction des animateurs radio ou télé
hérité du temps de nos grands-parents, hein, je pense au reportage de Lina par exemple, de la même manière qu'on peut apprécier l'art d'une certaine période, c'est tout à fait valide et compréhensible. J'adore la plume des écrivains du XVIIIe siècle par exemple, je trouve ça magnifique. Mais si on fait une fixette sur ce qui se perd, on ne peut pas apprécier ce qui se gagne, et on crée cette croyance que le français ne se renouvelle pas mais se dégrade, ce qui est faux. Et cette croyance, elle fait du mal, elle crée vraiment un malaise, elle crée une culpabilité chez ses usagers par rapport à leur niveau de langue ou d'orthographe. Elle permet à la population qui est initiée au bon français d'établir un jugement, voire un contrôle sur la part de la population qui ne le maîtrise pas. Et elle complique l'apprentissage du français aux étrangers à qui on explique qu'il faut dire « Comment t'appelles-tu » en bon français et à qui on répond « Et toi tu t'appelles comment ?» Pour finir, c'est aussi une mentalité qui est très ronchon. Bah oui, ça fait 4 siècles qu'on se plaint de ce que devient le français quand même, donc faudrait peut-être changer de disque à un moment. Alors je suis pas non plus en train de dire que la baisse du niveau en français ce n'est pas un problème. Oui, le niveau en orthographe a baissé, mais je pense qu'il faut aussi voir dans quoi on s'améliore si on veut être parfaitement juste et éclairé dans nos jugements. Et il faut arrêter en tout cas d'en rejeter la faute sur des groupes qui sont déjà marginalisés, que ce soit les immigrants ou les jeunes. Leur langage est aussi riche et intéressant que n'importe quel autre et ne devrait pas servir d'indication sur les compétences, ça c'est clair. Parce que bon, à moins que votre taf soit lié directement à la langue, ne pas savoir accorder les participes passés avec un verbe pronominal, ce n'est pas un signe que vous ne savez pas faire votre travail. Et c'est pourtant souvent la conclusion qu'on tire, donc un peu dommage. Voilà, avant de dire que le français s'appauvrit, prenez un moment pour vous demander d'où ça vient, parce que c'est facile à répéter tellement on baigne dans ce discours, mais c'est pas si facile à justifier. On est très habitué à déplorer l'évolution du français, mais on pourrait aussi apprendre à l'apprécier, à tendre l'oreille pour prêter une attention curieuse aux innovations, plutôt que de les dénoncer aveuglément, parce que je vous assure qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. J'espère qu'on n'entend pas trop les mouches dans le micro, parce que depuis hier c'est le festival. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Je vous fais des bisous, à très vite.